Comment avoir de bonnes idées ? Le plus souvent, on trouve les bonnes idées par hasard. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. On ne cherchait pas la bonne idée, pourtant elle est arrivée. Ce phénomène est essentiellement provoqué par la rencontre entre ce qui était prévu et ce qui était imprévisible. La sérendipité, c'est ce qui permet à Christophe Colomb de découvrir l'Amérique alors qu'il cherchait l'Inde. C'est ce qui permet à Gutenberg de détourner une presse à raisin lorsqu'il tentait de créer l'imprimerie. C'est ce qui permet à Galilée d'observer pour la première fois la Voie lactée alors qu'il travaillait sur sa lunette astronomique. Mais comment encourager la sérendipité au cours d'une journée de travail normale ? En d'autres termes, comment l'architecture peut-elle vous aider à avoir de bonnes idées ? Les bonnes idées se trouvent rarement dans un open space. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler que Steve Jobs, Jeff Bezos et Elon Musk ont tous commencé leur carrière dans leur garage. On l'observe, la façon dont est pensé l'espace de travail peut permettre d'encourager la motivation, d'aménager le confort ou même d'améliorer l'ergonomie, autant d'éléments qui permettent d'inviter la créativité au travail. En travaillant chez elles, certaines personnes se sont aperçues qu'elles étaient plus efficaces pour certaines tâches. Cette efficacité inattendue amène à repenser les espaces de bureau. Si nous sommes plus efficaces pour exécuter certaines missions chez nous, pour quel aspect de notre travail devrions-nous nous rendre au bureau ? Comme l'indiquent les experts, la crise sanitaire du coronavirus a joué le rôle de catalyseur dans l'adoption du télétravail par les salariés. En l'expérimentant, certains ont été convaincus de son intérêt, autant professionnel que personnel. Car parmi les travailleurs, on trouve une grande diversité de situations. Entre les célibataires, les couples sans enfants, avec enfants, les personnes appréciant la solitude, appréciant sociabiliser, ayant une bonne hygiène de vie ou pas, appréciant se ressourcer au contact de la nature, etc. Chacun doit trouver la meilleure façon de travailler pour lui-même, son art de vivre, son art de travailler. Pour certaines personnes, le critère de performance numéro 1, c'est le silence. Pour d'autres encore, c'est la présence de la nature, de la lumière naturelle ou encore de ses collègues. Mais le plus souvent, c'est une alternance de ces différentes situations qui permet d'optimiser l'efficacité du travail. Les tâches spécifiques peuvent être réalisées en autonomie, alors que les tâches collaboratives ne peuvent être réalisées qu'en groupe. Il est donc nécessaire d'aménager des espaces de travail qui répondent à ces attentes variées. Il n'y a qu'une diversité des configurations qui pourra répondre correctement aux besoins essentiels de chacun. Après le confinement que nous avons vécu, de nombreuses personnes ont décidé de vivre à l'écart de la ville, afin de ne pas revivre une nouvelle fois la même situation. Un confinement dans un local restreint et sans espace extérieur. On peut les comprendre, la croissance des prix des logements et la raréfaction des espaces verts ne donnent pas envie de rester en ville. Ces personnes se sont reculées en périphérie de la ville, en périphérie d'autres villes ou même en campagne. Ce phénomène mérite notre attention car nombreuses sont les personnes qui font état d'un ras-le-bol de la ville. Deux conséquences peuvent être attendues. D'une part, l'accélération de l'expansion du tissu pavillonnaire sur les terres agricoles. Il faut pouvoir réguler ce phénomène. Tous les Français ne peuvent pas vivre dans une maison avec un immense jardin pour eux tout seuls. Et d'autre part, la délocalisation du PIB vers les secteurs ruraux paupérisés. Si un travailleur travaille à Paris et qu'il habite dans l'Aisne, il dépensera une partie de son salaire dans les commerces proches de chez lui. Cette dynamique voit déjà le jour dans les périphéries de grandes villes, comme Lyon ou Bordeaux, qui sont reliés à Paris par le TGV en quelques heures seulement. On y trouve beaucoup de nouveaux quartiers qui sont récemment sortis de terre en quantité. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, nous avons identifié un certain nombre d'opportunités immobilières. Le but étant de rendre compatible la ville avec le télétravail afin d'augmenter le confort de chacun. 3 pistes sont envisageables. Convertir de la surface de bureau en logement, trouver plus de surfaces de logement pour permettre le travail à domicile, et trouver des surfaces de travail à proximité des logements. Commençons par la piste de la réversibilité des bureaux en logement. Après cette période de crise sanitaire, les locaux à usage de bureau connaissent beaucoup de vacances. Prenons le cas particulier de la Défense. On pourrait imaginer ce quartier comme une réserve foncière en bureaux. Sa vacance serait l'occasion de vider le centre-ville de Paris en bureaux, afin de convertir certains immeubles haussmanniens, même temporairement, en logements. En effet, il existe dans la loi Macron de 2015 une possibilité de changement d'usage temporaire pour une durée de 15 ans. Ce changement d'usage permet à des locaux de bureaux d'être convertis en logements. Au terme de ce délai, soit les locaux redeviennent automatiquement des bureaux, soit ils sont encore occupés et ils sont alors convertis définitivement en logements. Cette loi a pour but de fluidifier le marché locatif, mais elle a également pour effet d'encourager la présence de logements dans une ville comme Paris, où les logements sont rares. Une nuance est à ajouter. Si l'on peut imaginer la Défense comme la réserve en bureaux de Paris, il n'y a pas de gestion globale des surfaces de bureaux à l'échelle de l'agglomération parisienne pour le moment. Cette piste reste donc limitée.
Maintenant, essayons de trouver plus de surface de logement pour permettre aux gens de travailler à domicile. Si le télétravail doit devenir régulier, il faut peut-être imaginer que les logements vont se parer d'une pièce en plus. Cette pièce à la charge de l'employeur constitue un foncier moins cher que des mètres carrés de bureau. C'est une façon d'augmenter le confort de travail, le bien-être des travailleurs, tout en limitant le prix du foncier à la charge de l'entreprise. La pièce en plus amène pour les habitants à rechercher des logements plus grands, par exemple un T3 à la place d'un T2 ou un T4 à la place d'un T3. Une deuxième solution serait d'ajouter une pièce en plus au logement. On peut y arriver sur certains immeubles en ajoutant un volume en façade. Certaines opérations architecturales ont déjà été réalisées dans ce sens. En ce qui concerne l'aspect réglementaire, l'article L631-7 autorise qu'une partie d'un logement soit destinée à l'usage de bureau. Il s'agit d'une demande à titre individuel qui ne change pas la destination de l'ensemble du local. C'est cette réglementation qui permet par exemple à certains dentistes d'exercer dans leur propre logement. Enfin, recherchons des locaux de coworking à proximité des logements. L'objectif est de réduire le temps de trajet entre le lieu de travail et le lieu d'habitation. Une piste est alors d'aménager des locaux de coworking en rez-de-chaussée d'immeubles de logement. Dans le PLU de Paris, la SPE dans la bande des 20 mètres n'est pas comptée au rez-de-chaussée. Il est donc possible de placer une surface de bureau au niveau de la rue. Une seconde piste est d'envisager la surélévation de l'immeuble de logement afin de créer un local de coworking en attique. La solution la plus simple est alors de classer ce local en SINASPIC. Il faut alors démontrer qu'il relève de l'intérêt général qu'un local de coworking soit disponible à cet endroit en particulier. Ces locaux pourraient constituer une source de revenus pour les communes et aideraient à adopter une culture généralisée du télétravail. En bref, l'adoption du télétravail passe par des opportunités immobilières variées. Le ras-le-bol de la ville actuelle est certainement lié aux déplacements chronophages et au mode de vie métro-boulot-dodo. Amener des espaces de travail à proximité des logements est une façon d'améliorer le quotidien des travailleurs et donc la bonne santé des entreprises. Au XXIe siècle, nous devrions pouvoir travailler depuis là où on le souhaite. Maintenant, de quelle manière les locaux de bureau pourraient-ils s'adapter à la culture du télétravail ? Si le logement devient le lieu de la concentration et de la production solitaire, l'entreprise devient le lieu par excellence de la vie en société. C'est aussi le lieu de la prise de décision en commun, et bien sûr l'architecture a un rôle à jouer pour encourager la concorde. On ne s'exprime pas de la même façon dans un open space que dans un amphithéâtre. On ne prend pas les mêmes décisions dans un bureau individuel que dans un espace collaboratif. L'entreprise est le lieu où l'on se croise, où l'on se voit, où l'on se rencontre, où l'on échange. Une évolution possible des surfaces de bureau est donc que moins de place soit accordée aux open space et aux flex office, et plus de surface soit accordée aux espaces de réunion multidimensionnels et aux espaces de convivialité. Une piste pour trouver des espaces de sérendipité est celle des archétypes des lieux de convivialité. Par exemple, le bistrot est un lieu où l'on aime se retrouver. Sa configuration permet une proximité naturelle des individus et encourage la conversation. De la même manière, en ce qui concerne les espaces de concentration, on peut s'inspirer des archétypes de la bibliothèque ou de l'université. Au cours de cette étude, nous avons imaginé des espaces ouverts, collaboratifs, dans lesquels on a envie de se déplacer. Mais comment faire pour travailler sur son propre ordinateur, tout en étant à des endroits différents ? On ne va tout de même pas transporter des kilos de matériel à chaque déplacement. La solution technologique est celle de l'ordinateur à distance. Il s'agit d'un ordinateur par personne sous forme d'une grosse boîte noire qui est stockée dans les locaux de l'entreprise. C'est cette boîte qui contient les données et les logiciels. L'ordinateur est connecté au serveur de l'entreprise et les collaborateurs possèdent des ordinateurs portables. Grâce à une connexion Internet, ils peuvent se connecter à leur ordinateur à distance. Les ordinateurs portables ne sont donc jamais utilisés comme des ordinateurs, juste comme des intermédiaires. Dans les espaces de travail et de bureau, on peut imaginer des écrans permettant de connecter l'ordinateur portable des collaborateurs afin de travailler sur un écran plus grand. Cette logique d'ordinateur à distance permet aux collaborateurs de travailler depuis chez eux avec les mêmes moyens techniques que s'ils étaient dans l'entreprise. Poursuivons sur les moyens technologiques qui peuvent faciliter la mise en place du télétravail. De nombreux outils, même gratuits, existent pour communiquer par écrit de manière moins formelle que par mail. Lorsqu'on est à distance, il est essentiel d'entretenir les relations humaines, et ces petits outils peuvent y contribuer. Il faut prendre l'habitude de communiquer par petites notes avec ses collègues. C'est la communication du petit post-it attentionné, scotché sur le frigo, mais dématérialisé. Ces petits mots ou petits textos sont moins rigides qu'un mail, et permettent une grande fluidité des rapports à distance. Attaquons-nous maintenant à l'aménagement des bureaux à proprement parler. De bien des manières, les immeubles de bureaux peuvent s'inspirer des hôtels. Pourquoi ne pas placer les restaurants d'entreprise en rooftop plutôt qu'en sous-sol ?
Le dernier étage d'un immeuble est généralement un des plus agréables, il devrait être réservé à des programmes structurants de la vie de l'entreprise. Pourquoi ne pas placer les espaces de convivialité dans les espaces les plus ensoleillés ? Par exemple, le long de la façade principale. Avec l'adoption du télétravail, les entreprises ne peuvent plus traiter les espaces de convivialité comme des espaces secondaires. Ils doivent être considérés comme des espaces nobles. Les postes de travail ne seront que plus calmes s'ils sont correctement isolés des espaces de convivialité. Tout comme aujourd'hui, les salles de réunion et lieux de rassemblement collectif s'accommoderont de ne pas profiter de la lumière naturelle. Dans le cadre d'un aménagement sur mesure, les collaborateurs sont amenés à être mobiles sur leur lieu de travail. Il ne faut donc plus envisager le poste de travail comme un endroit où l'on reste toute la journée. Dans le bureau d'aujourd'hui, chaque emplacement doit permettre tous les conforts en même temps. Acoustique, lumineux, spatial. Les postes de travail sont alors médiocres sur chacune de ces caractéristiques. Dans le bureau sur mesure, chaque emplacement maximise le confort lié à l'activité qu'il permet. Les espaces de concentration sont parfaitement insonorisés, les espaces de collaboration sont lumineux et chaleureux, les espaces de repos sont silencieux et sombres. Les espaces sont ainsi plus segmentés et mieux caractérisés que dans le flex office actuel afin d'augmenter le confort de chacun. Enfin, les entreprises réfléchissent à s'améliorer sur le plan de l'expérience utilisateur, en s'équipant de services à la personne. Locaux vélos faciles d'accès et en quantité suffisante, conciergerie, crèche, hôtel, RIE, agence de voyage, salle de sport, pressing, pépinière d'entreprise. Dans les quartiers du centre parisien, on peut facilement imaginer que certains services soient cumulés entre plusieurs entreprises. L'échelle de l'immeuble s'étend à l'échelle de l'îlot ou du quartier. Ainsi, une imprimerie de quartier pourrait exercer des tarifs préférentiels pour les entreprises locales. A l'inverse, l'entreprise doit s'investir dans la ville, de manière à s'intégrer au tissu urbain. L'entreprise doit entrer dans une logique de réseau. On trouve un bon exemple dans l'agence d'architecture Lannes, dans le 11e arrondissement, avec son restaurant en rez-de-chaussée qui est aussi une cantine pour ses employés. Avec l'instauration du télétravail, le bureau et l'habitation entrent dans une logique de concurrence saine sur le plan du confort. Un travailleur aura tout intérêt à se retrouver à l'endroit le plus propice à exécuter les tâches dont il est investi. Si son logement est plus confortable que son bureau, il préférera privilégier le télétravail. Grâce à cette concurrence, l'entreprise n'est plus obligée de revêtir l'apparence de l'excellence banale des autres bureaux pour fonctionner. Les bureaux doivent plutôt performer sur le plan de la qualité et du confort, qui sont des notions qui relèvent de l'identité de chaque organisation. Vous devez trouver l'aménagement et le design qui vous ressemblent le plus. Votre entreprise est unique, vous méritez mieux qu'un bureau normal. L'adoption du télétravail s'accompagne du morcellement de la surface de l'entreprise. Là où avant l'entreprise était contenue dans un local, elle est maintenant à la fois dans un immeuble, à la fois dans quelques commerces de quartier et à la fois chez ses collaborateurs. Chaque entreprise doit s'approprier cette nouvelle norme à sa manière afin de préserver son identité. Vous ne pouvez pas contrôler ce que font vos collaborateurs et c'est généralement une mauvaise approche. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est optimiser leur environnement de travail pour motiver leur engagement et leur confiance envers votre projet d'entreprise. Voilà une solution intelligente, fiable et durable. Les aménageurs ne peuvent pas vous proposer une solution réellement adaptée à votre besoin. Le prêt-à-porter qu'ils vendent n'est jamais qu'un costume mal taillé. Et vous avez le droit d'être réellement chez vous, dans un espace parfait, qui s'adapte à la fois à vos besoins et à votre bien immobilier. La perfection du design encourage la perfection du travail. Le calme permet la concentration, la convivialité autorise la sérendipité. Et l'aménagement parfait est celui qui vous ressemble, celui qui est dessiné à votre mesure.